Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 18 août. Voici les titres de cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le départ du Tour d'Espagne qui se prépare à Monaco. Il sera donné ce samedi. C'est donc la dernière ligne droite. Vous entendrez le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, au sujet de l'organisation de ce grand rendez-vous. Sur l'aspect sportif, nous avons interrogé le commissaire général du grand départ de la Vuelta 2026. Au vu des grands noms du cyclisme présent, Christian Tornator s'attend à du beau spectacle. Lors des événements majeurs comme celui-ci, ils ne sont jamais bien loin. Les démineurs interviennent pour neutraliser les objets suspects, sécuriser les grands rassemblements et protéger les personnalités. Nous avons assisté à l'un des entraînements de cette unité d'élite. Coup de jeune pour le musée du Vieux Monaco. Fermé pendant plusieurs années, ce lieu culturel de Monaco-Ville a rouvert ses portes il y a 2 mois après une importante rénovation. Un établissement consacré à l'histoire et aux traditions monégasques. Et puis Tristan Lebrun va tenter de remporter pour la 3e fois consécutive la Palermo Monte Carlo. Le skipper du Yacht Club de Monaco était en visioconférence avec nous quelques instants avant le départ de cette fameuse course de voilier donnée ce midi. C'est l'événement en principauté. Le grand départ de la Vuelta 2026 aura lieu ce samedi avec un contre-la-montre individuel inaugural de 9 km. C'est la première fois que le Tour d'Espagne s'élancera de Monaco. Ici, tout est prêt. C'est le message qu'a souhaité délivrer le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, avec qui nous nous sommes entretenus au ministère d'État. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview à l'issue de cette ultime conférence de presse au sujet de la Vuelta, dont le grand départ sera donné samedi à Monaco. La principauté s'est mobilisée 1 an de travail pour préparer cette étape avec l'organisation espagnole aussi de l'épreuve. Oui, depuis 1 an, comme vous l'avez dit, nous avons organisé 10 comités de pilotage, 1 par mois, pour tout organiser, pour faire en sorte que la sécurité soit là, avec les forces de police, la sûreté, avec les sapeurs-pompiers, avec la Croix-Rouge, et puis aussi avec les organisateurs, vous l'avez dit, pour définir le parcours, s'assurer que le parcours sera parfait du point de vue du bitume, du point de vue des obstacles éventuels. Donc désormais, nous sommes prêts pour l'événement. Il y aura aussi des bénévoles, je crois 150 bénévoles. Nous avons besoin de bénévoles parce qu'évidemment, les seules forces publiques, si j'ose dire, ne suffiraient pas. Et nous en avons besoin en particulier pour permettre la traversée des voies. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des personnes qui veulent traverser la route à un instant T, mais pour ça, ça doit se faire de manière organisée. Parce qu'évidemment, les coureurs partant de minute en minute, il y aura toujours la voie occupée par cyclistes, les motards qui précèdent, les voitures qui suivent. Et donc, c'est quand même une logistique importante. Cet événement sera populaire, festif. De nombreux visiteurs sont attendus en principauté. Est-ce que Monaco reste ouverte et prête à les accueillir? Oui, nous sommes tout à fait prêts à les accueillir. Encore une fois, il fera beau, si tout va bien. Nous avons des parkings qui sont prêts à accueillir ceux qui viennent en voiture. Les trains, il y en aura tous les quarts d'heure, dans un sens comme dans l'autre. Et puis, nous avons garanti toute la sécurité nécessaire. Et donc, il faut que ce soit un événement festif, un grand moment sportif, parce que c'est quand même une très, très grande course. Une des 3 courses majeures au monde. Ça mérite le coup d'œil, si j'ose dire. C'est gratuit avec les écrans géants aussi accessibles. C'est gratuit, il y aura des écrans géants à la fois évidemment au casino, c'est-à-dire le départ, boulevard Albert Ier, l'arrivée, mais aussi tout au long du parcours sur le Larvoto, boulevard des Moulins, à Fontvieille. Nous en aurons aussi à la Rascasse. Bref, on fait en sorte que l'événement puisse être visible de partout. Et l'événement, ce ne sera pas seulement samedi, il commence dès jeudi. Oui, dès jeudi, puisque nous avons la présentation des équipes place du Casino. Il y aura 184 coureurs qui seront présentés et puis aussi des animations qui précéderont cette présentation des équipes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fête, parce qu'il y a l'événement sportif en lui-même, il y a tout ce qui est autour de l'événement sportif qui consiste à le valoriser et à montrer combien les gens sont attendus. Et concernant les Monégasques et les résidents, que doivent-ils savoir, surtout s'ils habitent sur le tracé? Ils doivent se renseigner évidemment sur les horaires de fermeture du parcours. On les a déjà informés, on a déjà informé les Monégasques, par exemple, qui ont un véhicule dans un parking qui serait sur le parcours. Dans ce cas-là, évidemment, il sera inutilisable de midi jusqu'à la fin de la journée pour le samedi. Nous avons informé aussi les commerçants qui ne s'étonnent pas si effectivement les voies sont occupées ce jour-là. On a fait ce travail d'information, mais on va continuer à le faire d'ici à l'événement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour toutes ces précisions. Merci.
Et sur l'aspect sportif, du beau spectacle en perspective, avec notamment l'annonce de la présence de Tadej Pogačar et celle de Victor Langelotti, unique coureur monégasque. Écoutons les impressions de Christian Tornator, commissaire général du grand départ de la Vuelta 2026. Il y en a 184, ils sont déjà des grands coureurs, mais c'est vrai que parmi les 184, vous avez 25 Français, 12 Italiens, un Monégasque et une majorité de coureurs espagnols. Alors c'est vrai que les favoris, on les a déjà en tête puisque c'est d'anciens vainqueurs du Tour d'Espagne déjà. Mais vous avez aussi notamment un vainqueur du Tour de France très récent que tout le monde attend et que tout le monde va venir voir, c'est Pogačar forcément. En plus, il habite sur le parcours du contre-la-montre. Je n'ai pas fait exprès, je vous assure, quand j'ai dessiné le parcours, je ne savais pas qu'il habitait là. Mais il connaît bien le terrain. Donc il sera le favori, non seulement du contre-la-montre, mais aussi de la Vuelta elle-même. À part Pogačar, vous avez Wout van Aert, qui est pas mal dans les coureurs. Almeida, qui est un grimpeur portugais qui a toujours très bien roulé au niveau de la Vuelta. Vous avez Mats Pedersen, je crois, mais qui est plutôt un rouleur. Donc c'est pas un avantage sur la Vuelta qui est très, très accidentée. Et nous avons notre vedette nationale, Victor Langelotti, qui est heureux de participer dans l'équipe Astana. Il connaît bien le terrain. L'avantage, c'est qu'il connaît très bien le terrain, même si, comme je le disais récemment, on n'a pas le temps, ni nous amateurs, ni eux professionnels, de reconnaître le parcours, puisque le parcours, comme vous le savez, il est sur la voie publique, et sur la voie publique actuelle, il y a des sens interdits et des sens opposés que l'on ne peut pas prendre dans la vie de tous les jours. Enfin, les spectateurs auront la chance, à partir de 13h, de voir tous les coureurs, parfois même en mini-paquet, parce qu'ils partent quand ils veulent, c'est au fil de l'eau, s'entraîner. Parce qu'ils vont vraiment découvrir le parcours. Et on en voit déjà, je ne sais pas si vous avez regardé un peu dans Monaco, mais vous voyez déjà des professionnels qui tournent et qui s'aperçoivent qu'effectivement, ils ne peuvent pas emprunter la totalité du parcours. Mais c'est comme ça, ça sera plus difficile. Revenons sur le thème de la sécurité. Dès qu'un colis suspect est repéré, c'est le service de déminage de la police monégasque qui intervient en urgence. Vanessa Dessy et Christopher Hill ont assisté à l'un des entraînements de ces spécialistes du risque. Voyez le reportage. En principauté, lorsqu'un objet suspect est découvert, chaque minute compte. Le service de déminage de la police monégasque intervient pour identifier, sécuriser et, si nécessaire, neutraliser la menace. Un métier où la précision et le sang-froid sont essentiels, loin de toute improvisation. Vous allez participer à un entraînement du service de déminage sur un objet suspect qui a été détecté par un badaud ou par un simple appel au sein de la police. Nous envoyons une patrouille pour vérifier que c'est bien un objet suspect. Une fois qu'eux ont décidé que c'était validé, ils nous font intervenir. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous entraîner avec les différents outils qu'utilise le démineur afin de traiter l'objet et de le neutraliser ou de vérifier le contenu du sac ou du bagage que l'on a retrouvé. Face au danger, chaque outil a son importance. Combinaison de protection, robots, détecteurs et équipements spécialisés. Les policiers démineurs disposent d'un arsenal technologique pour intervenir à distance ou au plus près du risque. Des moyens conçus pour protéger les équipes comme la population. On est doté de beaucoup de matériel, de beaucoup d'équipements, d'où le nombre important d'entraînements que nous avons besoin de faire. Nous utilisons la simple tenue lourde qui permet de protéger le fonctionnaire lors de son approche pour vérifier l'intérieur du bagage ou pour y déposer une chaîne pyrotechnique. Ensuite, nous utilisons le robot pour les cas où on a besoin de travailler à distance. C'est un petit robot que nous avons acheté en 2017. De nouvelles technologies avec toute une capacité de mobilité et d'ascension dans des escaliers ou dans des bâtiments. Et enfin, après, nous avons différents matériels qu'on ne peut pas tout vous montrer parce qu'on doit garder un peu de secret. Neutraliser une menace sans jamais prendre de risques inutiles, c'est toute la mission du service de déminage. À Monaco, leur expertise et leur sang-froid permettent d'intervenir dans l'ombre pour garantir la sécurité de tous. Au cœur de la vieille ville, un lieu emblématique connaît un nouveau souffle. Le musée du Vieux Monaco, fermé pendant plusieurs années, a rouvert ses portes il y a 2 mois après une importante rénovation. Un établissement consacré à l'histoire et aux traditions monégasques dont le succès est intact, comme vous allez le voir dans ce reportage de Patricia Navarro et Alexandra Paolini.
Derrière ces murs, c'est une partie de l'identité monégasque qui se raconte. Après plusieurs années de fermeture, le musée du Vieux Monaco accueille de nouveau le public et la formule séduit. En 2 mois, 1767 personnes venues de 40 pays différents ont poussé les portes des lieux. Le musée, comme il est sur le rocher, on a voulu le faire ressortir tout ce qui est les rues du rocher, tout ce qu'elles ont été témoins. Et ces 3 rues ont une histoire, elles ont apporté donc la mémoire de personnages célèbres, l'existence de la langue monégasque, puisque c'est les seuls endroits où les rues sont en français et en monégasque, et puis surtout le lieu d'expression des traditions religieuses et monégasques, et populaires, parce que c'est celles qui se passent principalement sur le rocher. On peut y voir donc des gravures qui sont là, des tableaux, des lithos, des plans, et puis surtout la langue monégasque. Ça, c'est vraiment le point fort que l'on veut. Donc sur le mur de la langue monégasque, nous avons, représenté tous les personnages, tous les écrivains qui ont contribué à écrire en monégasque, dont le premier, Louis Notari, avec sa légende de Santa Devota, qu'on va célébrer le centenaire l'année prochaine. La visite s'étale sur 2 étages. Chaque objet raconte une époque, une coutume, un savoir-faire. La réouverture était donc aussi l'occasion de transmettre cette mémoire à un nouveau public. Ce musée déclenche beaucoup d'enthousiasme et nous avons des publics très variés à qui Maria et moi expliquons l'histoire du rocher, l'histoire des rues, et les gens aiment beaucoup Monseigneur, adorent Monaco, aiment les rues du rocher, aiment tout ce qu'ils voient ici. Mais l'unanimité, c'est l'amour pour Monaco, pour ses valeurs, pour le caractère humain de tout ce qu'ils perçoivent ici, et bien sûr du travail extraordinaire que ce musée propose à tous ses publics. Et depuis la réouverture, les premiers retours des visiteurs sont particulièrement encourageants. En fait, les personnes s'interrogent beaucoup sur la langue monégasque, parce que la plupart des personnes ne savent absolument pas qu'il y a une langue monégasque. Alors, ils demandent à connaître quelques mots, et souvent, Maria et moi, nous leur expliquons comment on dit « Acerevede », et donc ils nous quittent le musée en nous disant « Acerevede ». Un enthousiasme qui confirme l'intérêt du public pour ce patrimoine parfois méconnu, à travers un lieu vivant, accessible et ouvert à tous. Un retour aux sources pour les monégasques et une plongée dans l'histoire de Monaco pour les visiteurs de passage. Acerevede. Partons en mer à présent pour évoquer cette célèbre course nautique de voiliers qui relie Palerme en Sicile à la principauté de Monaco. Chaque mois d'août, le départ de la Palermo Monte Carlo a eu lieu aujourd'hui. Nous étions en ligne avec l'un des skippers, membre du yacht club de Monaco. Bonjour Sarah, très content d'être avec vous sur Monaco Info pour partager les premiers ressentis avant la course. Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle édition? Est-ce que vous êtes confiant après les 2 victoires précédentes? Il faut jamais être trop confiant quand on fait une course. Ça va être une course très changeante dans la première moitié avec des conditions de vent variables et des bateaux très rapides. Donc il va falloir qu'on soit très compétitif et très vigilant car pas seulement la performance pure des bateaux va compter, mais aussi les décisions stratégiques sur cette course. Et donc il va falloir faire attention à nos petits compétiteurs. Oui, et puis 45 unités, dont 6 maxi, la bataille, elle s'annonce quand même particulièrement rude cette année. Oui, effectivement. Alors cette année, on a peut-être moins de chances que les autres années de battre un record, mais par contre, on va devoir énormément se concentrer sur nos compétiteurs et ce qu'ils vont faire. Et s'ils commencent à s'écarter un peu dans tous les sens, d'est en ouest, ça va devenir très compliqué pour nous de faire des choix. Et vous l'avez dit, plusieurs facteurs entrent en jeu, la météo, les conditions en mer. Quelle stratégie vous allez adopter cette fois-ci? Je sais que l'année dernière, il y avait cette histoire avec la Corse, on passe à l'est, on passe à l'ouest, ça a fait la différence. Oui, effectivement, l'année dernière, c'était un choix de passer à l'est ou à l'ouest. Donc quand on passe à l'est de la Corse, on fait à peu près 40 km en plus de course. Donc c'était une chose assez exceptionnelle l'an dernier de passer à l'est de la Corse et de battre le record de manière si exceptionnelle, mais c'était clairement lié à des conditions météo. Là, il semblerait que pour nous, et je pense pour toute la flotte, ça va être le choix habituel qui est de passer à l'ouest de la Corse et donc de passer au travers des Bousses de Bonifacio.
Cette course, elle va être vraiment pour les bateaux rapides, donc les 6 maxi, en 2 temps, avant le passage des Bouches de Bonifacio et après. Entre Palermo et les Bouches de Bonifacio, il y a des conditions de vent très changeantes. Donc là, on a environ 3-4 nœuds de vent, ce qui est très très faible. Et 2 fois ou 3 fois entre les Bouches de Bonifacio et Palerme, on va avoir le vent qui va tomber complètement et qui va redémarrer d'une autre direction. Ça veut dire que les bateaux s'arrêtent complètement et c'est un peu aléatoire parfois où le vent redémarre et très très difficile à prévoir pour les modèles et pour les navigateurs et les météorologues. Donc c'est là où ça va devenir critique pour nous d'essayer de se positionner entre le prochain vent et nos concurrents. Et l'an dernier, le maxi de Sampi avait franchi la ligne d'arrivée devant le port Hercule après presque 39 heures. Comment est-ce qu'on se prépare à une telle épreuve ? On dort bien la veille, on s'hydrate bien parce qu'il fait très chaud. Et là, après, on s'assure dans les premières heures de la course de faire la même chose, de prendre très soin de soi, de ne pas abîmer le bateau pendant les premières heures de course en faisant des manœuvres trop extrêmes de changement de voile ou quoi que ce soit. Donc, on fait attention à notre machine pour la garder à 100% de son potentiel. Et aussi, comme je viens un peu de l'expliquer avant, on essaye de faire dans ce cas-là, pour cette course-ci, des choix pas trop extrêmes en termes de stratégie pour être toujours avec la possibilité d'attaquer à nouveau et voilà, d'être assez rationnel dans nos choix à tous les niveaux. Et puis à bord, vous allez embarquer avec vous un jeune de la section sportive du Yacht Club de Monaco. L'idée, c'est de transmettre et d'assurer la relève. Exactement. On a eu l'opportunité et on pense que c'est super, vu qu'on est membre du Yacht Club de Monaco et qu'on est fier de le représenter, de donner l'opportunité qui est très rare, car c'est exceptionnel, des bateaux de 100 pieds comme Blackjack. Il y en a à peu près 5 ou 6 dans le monde de ce calibre, dont la moitié sont en Australie. Donc on est tout à fait conscient que la chance que nous donne le propriétaire, monsieur Raymond Goss, de régater à un niveau de performance le plus élevé sur ce type de machine est relativement inaccessible pour une majorité de compétiteurs en voile et certainement pour des générations plus jeunes. Donc on a discuté avec le Yacht Club et on est très conscient du poids à bord. On cherche à gagner chaque kilogramme. Mais on a le plaisir d'avoir Giulio, qui est un compétiteur et un membre actif de la section voile du Yacht Club de Monaco. Il a 20 ans et il découvre qu'est-ce que c'est de naviguer sur ces machines hors du commun. Et j'espère qu'il vous donnera son ressenti à un moment donné. Il va partager un ressenti frais et c'est quelque chose de complètement nouveau par rapport à une voile plus conventionnelle que connaissent l'essentiel des compétiteurs. Ce sera forcément une belle aventure. Merci beaucoup Tristan Lebrun. On vous souhaite une très belle course avec une victoire à la fin. Et à noter pour nos téléspectateurs, un tracking en direct sera disponible sur les sites du Yacht Club de Monaco et de la Palermo Monte Carlo. Merci encore. Merci à vous et on se revoit à Monaco le plus vite possible. Il ne vous reste plus que quelques jours désormais pour découvrir l'exposition célébrant les 10 ans du label monégasque Commerce Engagé. La Galerie des Pêcheurs accueille cette rétrospective qui met en lumière toutes les actions éco-responsables menées par les commerces locaux. Visite signée Frédéric Elion et Hugo Comasa. C'est une belle aventure qui dure depuis une décennie. En 2016, la direction de l'environnement crée le label Commerce Engagé afin d'accompagner les commerces de proximité dans l'adoption de pratiques durables. Depuis le 30 juin, la Galerie des Pêcheurs accueille une exposition qui retrace les 10 ans de l'action du gouvernement en matière de politique de réduction des plastiques. On cherchait avec l'équipe à trouver quelque chose de sympa pour mettre en valeur à la fois les actions qui ont été mises en place par le gouvernement princier, mais aussi par les commerces, les restaurants engagés et puis la population aussi qui participe à l'éco-responsabilité de la principauté et à la réduction du plastique à usage unique. Et du coup, on a fait une rétrospective de tout ce qui a été mis en place au fil des années. Ça a commencé en 2014 lorsque
le projet est né. Il y a beaucoup de réglementations qui sont sorties avec des interdictions et c'est assez compliqué de se retrouver et surtout le but c'est de trouver des substitutions qui sont meilleures que ce qu'on veut obtenir. La direction de l'environnement accompagne au travers d'un label les commerçants de la principauté et les restaurateurs pour justement donner des fiches techniques, leur expliquer et surtout les encourager à continuer dans ces démarches vertueuses. Cette exposition montre que beaucoup de choses ont été faites depuis le début de l'aventure, depuis les premières mesures avec la suppression des sacs en plastique, jusqu'à aujourd'hui où en septembre, une nouvelle réglementation entrera en vigueur, avec notamment l'obligation de ne plus utiliser de plastique pour les ventes à emporter. L'exposition est à découvrir jusqu'au 31 août à la Galerie des Pêcheurs. Depuis le début du mois d'août, le site internet en langue italienne Monte Carlo In collabore avec les radios MC2 et MC2 News pour leur fournir des informations sur l'actualité monégasque. Les précisions de la directrice du quotidien en ligne Cinzia Coleman au micro d'Alexandra Pani et Arnaud Humbert. C'était quelque chose d'inattendu parce que nous avons notre quotidien en ligne montecarloin.net qui existe depuis 2007 et donc depuis 2007 nous donnons toutes les informations, les événements, les interviews qui concernent la principauté de Monaco en mettant en lumière qu'est-ce qui se passe à Monaco. Et ça fait vraiment le mois de juillet, j'ai été contactée par MC2 et MC2 News qui sont les deux radios petites sœurs de Radio Monte Carlo Italie. Ils m'ont contacté pour me dire si je pouvais être leur fournisseur d'informations de la principauté de Monaco. Donc c'était très sympa parce qu'en effet moi j'ai débuté à Télé Monte Carlo Italie et Radio Monte Carlo Italie. C'était mon travail et j'ai dit une belle surprise, pourquoi pas. Donc on a fait un accord et donc toutes les informations des deux chaînes radio, ce sont les informations de Monte Carlo In qui passent aussi la radio. Et dans la suite, on verra petit à petit, on fera des interviews et des podcasts. Donc doucement, c'est une belle initiative qui mettra encore plus en lumière les informations de Monaco. Voilà des actualités que vous pourrez retrouver à 3 moments de la journée sur MC2 et MC2 News à 7h45, 13h45 et 19h45. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Pour la refermer, les photos de la reconnaissance du tracé du contre-la-montre individuel qui donnera le départ de la Vuelta 2026 à Monaco. Cette reconnaissance avait eu lieu, souvenez-vous, au mois d'octobre 2025 avec le Prince Albert II. Dans un instant, les prévisions météo de Christinda Petit-Homel et moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, le beau temps s'installe sur la principauté avec un ciel largement dégagé. Les températures seront comprises entre 24 et 30 degrés. Et puis sinon, nous fêterons les Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes, prêtre français du XVIIe siècle et notamment à l'origine de la congrégation des eudistes consacrée à la formation des prêtres. Et comme chaque mardi, place maintenant à la météo de l'eau. Cette semaine, les sources de Monaco couvrent 15 à 25% de notre consommation. Une source locale précieuse qui reste particulièrement vulnérable en période estivale. Donc, faites attention.